Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer d'abord par notre focus, comment utiliser au mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter, les meilleurs conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers. Voilà toujours quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle est une idée derrière la tech et elle est toujours parmi nous, Lisa de Bernard. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va et vous? Ça va, plein de temps? Bah ça va, écoutez, quand vous êtes là, évidemment, ça va bien. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler du succès de l'IA Le Chat de Mistral AI. Le fameux, on en parle avec vous dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Vous vous souvenez peut-être des films de science-fiction où des robots humanoïdes vivaient parmi nous, travaillaient à nos côtés aussi. Eh bien ce futur, c'est presque le présent. Vous allez voir, des entreprises repoussent les limites de la robotique en créant des machines qui marchent, qui interagissent avec nous et même qui contractent leurs muscles comme des humains. Alors que peuvent vraiment faire ces robots aujourd'hui? Jusqu'où ira cette course à l'intelligence artificielle et à la robotique? Et surtout, sommes-nous prêts à cohabiter avec eux? On va se poser les questions avec notre invité aujourd'hui. Vous le connaissez par cœur, Alexandre Azria. Bonjour. Bonjour Philippine. Ça va aussi? Ça va et vous? Bah ouais, très bien. On fait le point ensemble dans un instant tous les trois, après le focus. Focus d'abord sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, et tout de suite un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Alors Juliette, ce petit tatouage que tu vas te faire dans le bas du dos, ça avance? Quoi? Mais comment tu sais? Parce que je suis devenue médium. Je vois une boutique, Tattoo Center à côté de la pharmacie. Je suis fichue. Peut-être qu'il pourra me dire si Télévision est amoureuse de moi. Non mais c'est incroyable ce nouveau don. Tu vois quoi d'autre? Sur papa contre quelques frites. Bien sûr mon amour. Je vois papa qui veut acheter une table de poker et transformer le garage en casino pour ses copains. Mais il bluffe! T'es trop fort, mon grand frère. Tu vois quoi sur moi? Eh bien, je vois rien. Car tu vas pas sur Internet. Hein? À chaque fois que l'un de vous va chercher un truc sur Internet, moi, quand je passe derrière, je me retrouve avec plein de pubs. Il a pas tort. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous voulez savoir pour maman? Oui. Contre un dessert au chocolat. Oubliez pas que moi aussi j'ai un super pouvoir. Celui de vous faire de la soupe pendant 15 jours. Voilà. Après avoir fait une recherche sur Internet ou une commande en ligne, vous pouvez vous retrouver submergé par de la publicité ciblée. Cette technique consiste à personnaliser les contenus en fonction de vos goûts et vos centres d'intérêt. Quelques conseils pour éviter d'être submergé par de la publicité ciblée. Supprimer ses cookies Se mettre en navigation privée. et bien déconnecter ses assistants vocaux sur son téléphone. Alors, voyons voir ce qui se trame dans cette famille. Vous voulez envoyer vos enfants dans un super camp de vacances? Choisissez le camp militaire de réveil à 5h du matin. Allez, autre chose, maintenant, les robots humanoïdes, c'était un rêve, une idée qu'on voyait dans les films, un fantasme parfois aussi de science-fiction, mais aujourd'hui, ce rêve devient réalité. Vous allez le voir, l'entreprise Unitree vend ses premiers robots humanoïdes, justement aux particuliers. Clone Robotics, elle, développe des machines avec des muscles artificiels capables de bouger comme un humain. Mais ces robots, que peuvent-ils vraiment faire? Seront-ils bientôt nos assistants, nos collègues, voire même nos compagnons? Et surtout, sommes-nous prêts à les accueillir dans nos vies? On se pose toutes ces questions avec nos invités tout de suite et nos experts, surtout dans la première partie du talk. On en parle avec eux en plateau, bien sûr, Lisa de Bernard à ma droite et Alexandre Azria à ma gauche. Il y a quelques années, Lisa, les robots humanoïdes ressemblaient vraiment à de la science-fiction, c'est ce que je le disais en introduction. Aujourd'hui, l'entreprise chinoise Unitree vend ses premiers modèles au grand public. Est-ce que ça veut dire qu'on entre, ça y est, vraiment dans l'ère des robots du quotidien? Et ben, en tout cas, ça signe un vrai marqueur du fait que les robots deviennent de plus en plus accessibles, puisqu'effectivement, c'est une première que des robots humanoïdes soient vendus à des particuliers et surtout à des prix qui restent
plus ou moins accessible puisqu'on a un modèle qui est à 13 000 €, donc c'est pas non plus indécent. Et puis le second à 86 000, bon là c'est le prix d'une belle voiture, je l'admets, mais en tout cas ça reste encore accessible. Et puis c'est surtout que c'est significatif du fait que le marché est en train de grimper en flèche depuis quelques années et surtout depuis que l'IA se développe aussi puisque ça fonctionne de pair. Robots et IA, ça va ensemble. Donc, Ouais, oui. À quoi peuvent bien servir ces robots dans les prochaines années, Alexandre? À pas mal de choses. On peut les imaginer nous aider à faire à manger, à faire nos tâches ménagères, à ranger nos chambres, à peut-être nous aider sur notre éducation de nos enfants aussi, pourquoi pas en maths, en français, en anglais ou autre. Ils peuvent servir à tout un tas de choses, en tout cas nous faciliter la vie. Ouais. Est-ce que c'est aujourd'hui plutôt des gadgets sympas ou est-ce qu'ils peuvent vraiment être utiles dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous y croyez vraiment? À l'heure actuelle, c'est des gadgets qui sont encore en entraînement, en phase d'entraînement. On n'est pas arrivé à une maturité aussi parce que le hardware fait que faire de l'IA software, c'est facile, enfin, c'est plus simple, mais faire du hardware avec des contraintes physiques du monde réel, ça, on passe sur un autre sujet avec de la recherche fondamentale qui est faite depuis quelques années maintenant. On arrive à maturité. On a des entreprises qui produisent des robots, pas forcément humanoïdes. On peut avoir un robot qui a la forme d'un chien, par exemple, et qui marche aussi extrêmement bien. Ça peut aider aussi les personnes âgées, par exemple, à naviguer un peu plus facilement sur la route. Ça peut faire un tas de choses. Et en tout cas, on est arrivé, je pense, à un moment et à un stade de cet écosystème IA où le monde physique va avoir une importance assez importante. De plus en plus. Vous partagez cet avis Oui, je le partage complètement, d'autant que là, on parle des robots effectivement humanoïdes. Vous parliez des robots qui ont des formes de chiens, ou voilà. Mais ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que les robots, finalement, ils ont déjà investi notre quotidien. On prend un aspirateur robot, ça reste un robot, et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui en ont. Il y a des tondeuses robots, il y a tout un tas de robots en fait qui ont déjà intégré notre quotidien. Donc, le robot humanoïde, ça sera juste l'étape supérieure. Et c'est là qu'effectivement, on peut s'interroger sur gadget ou non. Et oui. Je pense que vous allez nous poser la question. Quelle transition, Lisa, effectivement, parce que l'entreprise Clone Robotics en Pologne a conçu un robot avec des muscles artificiels qui imitent les mouvements humains. Jeanne Dreyfus en parlait dans sa chronique il y a quelques jours. Pourquoi on cherche autant à copier justement un animal ou un humain quelque part dans la robotique aujourd'hui? Moi, je pense que c'est surtout pour faciliter l'interaction homme-robot, homme-machine, qui est quand même extrêmement importante pour démocratiser aussi l'usage de ces robots-là. Si on vous met un robot qui ressemble à un humain, vous avez peut-être tendance à l'accepter un peu plus facilement. Surtout si on rajoute à ça un LLM qui va pouvoir vous parler de manière humanoïde aussi. Donc l'un va avec l'autre pour moi. Et ça permet de, pourquoi pas aussi, produire... Alors là, on parle de robots humanoïdes pour chez nous, entre guillemets, mais ça peut être aussi intéressant pour les usines, pour l'armée, pour pas mal d'autres choses aussi. Lisa, vous partagez pas du tout cet avis, j'ai l'impression. Alors, robot humanoïde, vous n'êtes pas fan? C'est pas que je partage pas, parce que je pense qu'effectivement, c'est soit noir, soit blanc. C'est-à-dire que soit effectivement, ça permet une plus grande acceptation sociale, soit au contraire, ça rebute complètement les gens parce qu'on rentre dans quelque chose d'un peu dystopique de les robots vont prendre le contrôle, ils vont être plus humains que les humains. Donc ça peut aussi avoir un côté un peu rebutant. Après, ça, le fait de vouloir faire des robots humanoïdes, c'est ce qu'on appelle des produits biomimétiques. Donc on imite effectivement le corps humain. Et là, ça a plusieurs intérêts, notamment sur le fait que les robots sont supposés gagner en agilité. Alors là, c'est pas encore tout à fait vérifié quand on voit la vidéo de ce protoclone qui n'est pas encore abouti, qui en fait réagit plutôt avec des espèces de spasmes qui sont très loin de l'agilité qu'on est supposé avoir avec ce type de robot. Mais ça permet effectivement d'avoir des applications complètement différentes, de s'adapter au terrain pour le robot en étant plus souple. Et puis on peut aussi avoir une efficacité énergétique plus importante avec ce type de robot. Si on prend encore une fois le cas du protoclone, en fait, il fonctionne avec un système de pompe à terme qui sera hydraulique, qui permet d'envoyer en fait de l'eau dans des poches qui activent les muscles, comme un cœur en fait le ferait. Et ça, effectivement, en termes d'énergie, ça pourra peut-être être plus intéressant que les modèles qu'on a actuellement. On n'arrête pas le progrès, c'est quand même assez fou. Alors justement, pour parler des robots humanoïdes, je ne sais pas si vous avez regardé sur Netflix cette série qui s'appelle Cassandra.
Cassandra. Ça vous dit quelque chose? Non. Pas du tout. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Je sais, bien sûr, vous êtes régulièrement ici, vous préparez vos émissions et c'est un bonheur. Cassandra, c'est une série que j'ai regardée qui vraiment m'a énormément perturbée. Un robot humanoïde, une famille, comme vous et moi, des vrais humains, débarque dans une nouvelle maison qui est contrôlée par une intelligence artificielle. Et dans chaque pièce, il y a un écran, comme on a ici sur ce plateau, avec le visage d'une femme qui a habité quelques années auparavant dans cette maison, qui s'appelle donc Cassandra. Et Cassandra est aussi incarné par un robot humanoïde qui se déplace dans la maison, qui va faire le ménage, leur passage, qui va préparer à manger, etc. Et puis en fait, l'intelligence artificielle devient folle. Je ne spoil pas la fin de la série pour nos téléspectateurs, mais c'est passionnant par l'histoire qui est racontée, par la dangerosité aussi potentielle qui est incarnée, et c'est ce que souhaite faire en tout cas le producteur de cette émission, le réalisateur, c'est de montrer à quel point aussi l'intelligence artificielle peut être dangereuse et complètement vrillée. Vous y croyez pas trop ou... Là, pour le coup, je ne suis pas complètement raccord avec ça. Je pense qu'il y a une espèce de fantasme que l'IA va nous contrôler, un peu comme les films, comme on avait à l'époque Terminator et autres. On n'en est pas là, on n'en sera pas là, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des équipes de safety dans ces entreprises-là qui ont pour unique tâche de faire en sorte que ces robots ne perdent pas la boule, entre guillemets. Et ça n'arrivera pas aussi parce que dans leur entraînement, il n'y a aucune information qui pourrait leur permettre d'un moment faire des choses non contrôlées, en tout cas qui pourraient être assimilées pour nous comme des choses dangereuses ou autres. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas et qu'on est des gens... on est une société qui a extrêmement peur des robots. Pour le coup, autant sur l'IA, c'est pas la même chose. Mais je pense que les robots, ça fait peur à un tas de monde et qu'on va devenir... Même aux États-Unis, ils ont quand même quelques petites réglementations sur le sujet alors qu'on en parle pas mal ici, c'est assez rare de leur part. Alors, c'est vrai parce qu'on parle de cette intelligence artificielle dans ces robots, ce qu'on voit très bien dans cette série Cassandra sur Netflix. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, ces robots pourraient penser par eux-mêmes? Est-ce que vous... Non. On est très loin. On est très loin. Ça rejoint exactement ce que disait Alexandre, c'est que ces robots n'ont pas conscience du contexte dans lequel ils évoluent. Régulièrement dans les séries et dans les films qui abordent ces sujets-là, en fait, on imagine que les robots ont une personnalité, ce qui n'est pas le cas. Ils peuvent imiter des émotions, mais sans pour autant les ressentir et avoir la compréhension de ces émotions. En tout cas, à ce stade, c'est pas assez développé pour que, effectivement, comme le disait Alexandre, ces robots puissent prendre des décisions par eux-mêmes, réfléchies, et qui amèneraient effectivement à des actions dangereuses pour l'être humain. C'est vrai, mais on a eu quand même un exemple assez dangereux, je trouve, il y a une semaine où on a mis une IA qui parle à une autre IA vocale et les deux, au bout de 1 minute, se rendent compte qu'elles sont des IA elles-mêmes. C'est pas vrai. Et elles commencent à échanger sur le sujet. Donc elles n'ont pas de conscience à proprement parler ou de personnalité, mais on se rend compte là qu'elles peuvent arriver à assimiler qu'elles ne sont pas humaines et a fortiori de se rendre compte qu'elle parle aussi à une autre IA. Bien sûr. Ce qui peut poser des questions quand même assez importantes, je trouve. Ce qui pose des questions, mais après, quid, une fois que les faits sont posés? Qu'est-ce que les IA vont faire de plus que de savoir reconnaître... Contrôler le monde. Contrôler le monde. Si on est au stade de software, pas grand-chose, mais si on est au stade de hardware et du monde physique, on peut imaginer un tas d'autres attaques, pour le coup, physiques, là. Bon. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. On est encore en vie. Merci en tout cas pour vos éclairages sur ce sujet. On va continuer à parler, vous allez voir dans un instant, de ces sujets-là passionnants. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Alexandre Azria. Juste avant de reprendre nos échanges sur ces fameux robots, on va laisser place à la chronique de Lisa de Bernard. Lisa de Bernard qui a une idée derrière la tech. 1 million de téléchargements en quelques jours seulement. C'est l'incroyable succès de l'application Le Chat, l'intelligence artificielle développée par Mistral AI. On en parle avec vous, Lisa. Alors Le Chat, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la toute dernière IA générative made in France développée par Mistral AI. Comme vous le rappelez, Philippine, c'est une start-up qui a fait parler d'elle ces derniers mois avec Le Chat, justement, son intelligence artificielle multimodale. Mais Le Chat, c'est surtout et c'est désormais une application lancée début février et elle a déjà dépassé le million de téléchargements sur iOS et Android, un véritable carton. Incroyable. Alors comment on explique un tel succès et surtout en si peu de temps? Eh bien, plusieurs facteurs ont joué en faveur de Mistral AI. D'abord, le timing savamment choisi, puisque l'application a été lancée juste avant le sommet sur l'intelligence artificielle, où elle a bénéficié d'une très belle visibilité. Ensuite, Le Chat propose des fonctionnalités très attractives. On peut lui poser des questions, générer du texte, des images, coder des applications ou même créer des jeux vidéo. Et puis, l'application a joui surtout d'une bonne réputation, notamment sur la rapidité avec laquelle elle fournit des réponses aux utilisateurs. Un véritable atout face à la concurrence que l'IA doit à une architecture différente qui permet de générer donc le texte plus rapidement. Alors justement, puisque vous évoquez la concurrence, est-ce que vous avez en tête d'autres éléments qui distinguent Le Chat de ses concurrents comme ChatGPT par exemple? Oui, tout à fait. Il y a par exemple son approche open source, contrairement à ChatGPT ou Gemini de Google. Le modèle de Mistral est accessible et peut-être utilisé localement sans forcément passer par des serveurs distants. Cela permet une utilisation plus flexible et plus sécurisée. En revanche, il faut rappeler que d'autres modèles comme Llama et de Meta sont aussi open source. Ce n'est donc pas une révolution, mais cela a son importance. Intéressant. Et quelles sont les ambitions de Mistral AI pour l'avenir? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Eh bien, Mistral AI voit grand. La start-up prévoit d'investir plusieurs milliards d'euros en France pour développer ses infrastructures, notamment avec un centre de calcul en Essonne. Elle collabore aussi avec France Travail pour intégrer son IA dans des outils d'accompagnement à l'emploi. En somme, Mistral AI veut devenir un acteur incontournable de l'IA en Europe et pourquoi pas dans le monde. Bah oui, c'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Lisa. Et pour ceux et celles surtout qui veulent essayer Le Chat et dans un même temps soutenir, c'est important, une entreprise française innovante. L'application est disponible gratuitement sur iOS et Android, vous l'avez dit. Une version pro pour des fonctionnalités avancées est également disponible. Merci beaucoup, Lisa. On va continuer à parler d'intelligence artificielle aussi et de robots. Vous allez voir dans un instant. On lance tous les trois la deuxième partie du talk. Et oui, parce qu'on a fait la première, chronique de Lisa, deuxième partie du talk. Alors vous allez voir, il y a des objets du quotidien qui, sans qu'on s'en rende forcément compte, deviennent de véritables phénomènes. C'est le cas notamment du Thermomix. Ce robot de cuisine vendu à prix d'or, transmis de génération en génération, suscite un engouement presque irrationnel. Certains l'adorent au point de l'emmener en vacances. D'autres, comme Lisa, vous allez le voir, considèrent que c'est un simple gadget hors de prix. Mais au-delà du Thermomix, c'est surtout une révolution qui s'opère dans nos cuisines. Robots intelligents, assistants culinaires connectés, intelligence artificielle qui vous suggère des recettes. Est-ce qu'on est en train de perdre la main en cuisine? C'est un peu ce que vous pensez, Lisa. Un petit peu. Un peu beaucoup même. Oui, dites-nous, pour vous, c'est pas... Parce qu'il y a une différence entre vous et moi, c'est que vous savez cuisiner. Et oui, et moi je considère que la cuisine est un art. Et oui. Du coup, dans le fait de passer par le Thermomix, c'est s'enlever le plaisir de cuisiner. Mais je sais reconnaître qu'effectivement, dans certaines circonstances et pour certaines personnes qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner, ça peut être utile. Ni le temps, ni le talent, parce que je peux vous dire que je serais ravie de vous inviter chez moi et on va faire ça, mais je pense qu'on va se faire livrer ou alors que vous viendrez avec le repas peut-être. Tout à fait, avec grand plaisir. On va faire comme ça. Plus sérieusement, le Thermomix, il y a des millions de Français qui utilisent un Thermomix, Alexandre, qui sont prêts à investir des centaines d'euros. Un Thermomix, qu'on en donne le prix, c'est entre 1500 et 1900 euros, c'est ça, à peu près 1700 euros, c'est quand même un peu plus d'un SMIC. Est-ce que pour vous, c'est une vraie innovation, Alexandre, ou c'est un phénomène de mode qui dure depuis quelques années et qui est surtout très bien orchestré? C'est une vraie innovation technologique. Alors moi aussi, je n'ai aucun talent en cuisine, donc pour le coup, ça serait un achat utile pour moi aussi. Quand on n'a pas le temps, quand on habite par exemple à Paris où la vie va assez vite aussi, et qu'on veut rentrer chez nous et éviter de manger des pâtes tous les soirs, c'est vrai que ça peut être quand même un bel atout d'avoir ça, surtout que maintenant on peut quand même s'imaginer venir
connecter ce Thermomix avec autre chose, par exemple avec un agent qui vous ferait aussi les courses automatiquement. Et donc vous arrivez chez vous, vous avez à la fois les produits livrés et puis le Thermomix qui fait à manger. Enfin là, on n'a plus rien à faire et on mange bien et on mange sainement. Je vais vous faire ça, vous inquiétez pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ce prix-là, je trouve qu'on a quand même un outil qui tient sur la durée, sur le temps, et ça c'est quand même indispensable. On en parlait, il y a quand même un phénomène de mode assez exceptionnel, c'est quand même assez rare pour ce genre d'outils de maison. Enfin, on parle, ça a quand même la même utilité qu'un, je sais pas, qu'un four ou autre, et pour le coup le phénomène est quand même drastiquement opposé là-dessus. Donc voilà, je trouve que le Thermomix, oui, effectivement, d'un point de vue uniquement technologique, est une réussite, ça c'est sûr. Lisa? Alors moi, juste parce que vous parliez quand même de phénomène de mode, je pense que très rationnellement, je vais enlever toute subjectivité, c'est pas un phénomène de mode parce que le premier Thermomix, ça date quand même de 1971. Alors c'était bien évidemment une version bien moins développée que ce qu'on a aujourd'hui, mais ça veut dire que ça fait quand même des décennies que le produit existe, ça fait des décennies qu'il fonctionne. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 2 millions de personnes qui sont équipées d'un Thermomix. Donc on ne peut pas dire que c'est un phénomène de mode. Quand ça s'inscrit comme ça dans le temps, c'est plus un phénomène de mode, c'est juste une réussite commerciale. Et puis ça s'explique aussi par une stratégie marketing particulièrement agressive et puis attractive. Enfin, sur le modèle de Tupperware, c'est ça? Exactement, c'est la même chose, sauf que Tupperware va un petit peu moins bien que la société qui s'occupe des Thermomix aujourd'hui. Mais oui, c'est aussi un succès en termes de marketing. Donc c'est la preuve quelque part que le bouche à oreille et le lien social, c'est toujours des leviers plus puissants que la publicité classique. Bien sûr, ça renforce la confiance des utilisateurs, puisqu'effectivement, en fait, le Thermomix, l'une des choses qu'ils ont mis en place, c'est la vente directe, c'est les réunions chez un utilisateur avec de potentiels acheteurs. Donc forcément, quand on voit le produit juste devant soi, qu'on a quelqu'un qui l'utilise au quotidien, qui peut nous en parler, bon, on a tendance à beaucoup plus croire au fait que ça soit un produit idéal pour soi. Et puis aussi, ça permet de renforcer le lien social. Le Thermomix, il y a de vraies communautés autour de personnes qui partagent des recettes, qui effectivement se retrouvent encore une fois à ces réunions. Donc voilà. C'est là où on se fait des amis. Non, moi je trouve aussi que je parlais de phénomène de mode pour une raison, c'est qu'on devient de plus en plus sédentaire, on bouge de moins en moins et que les sujets qui sont le plus importants pour les Français, en tout cas les 25-35 ans, ça reste le sport et bien manger et bien dormir. Oui. Le sport, on a des phénomènes, Strava et autres qui explosent aussi actuellement, mais c'est pour ça que je pensais à ça, chez les jeunes, une utilisation accrue du Thermomix, j'en fais partie. Je ne sais absolument pas faire la cuisine, mais c'est vrai que si vous me donnez un Thermomix, je vais pouvoir enfin manger sainement. Ouais. Et ça, c'est quand même avoir des idées de recettes. Et avoir des idées de recettes. Et quand on peut venir utiliser du hardware avec du software, moi je pense à ça. L'automatisation de A à Z, livraison jusqu'à mon assiette, ça reste quand même une force. J'adore Lisa, je vous regarde, je vous jure, j'ai qu'une envie, c'est de partir en fou rire parce qu'elle bouillonne, si vous la voyez Lisa. C'est une hérésie. Parce qu'en plus, je veux dire, vous êtes déjà allé à un concert de Beyoncé, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Bon. Oui. Et Thermomix, ils ont fait un lancement de leur dernier Thermomix, mais digne d'un show de Beyoncé. C'est un truc de malade. Ou d'une keynote Apple. Ou d'une keynote. C'est clairement une keynote Restons dans la tech. Restons dans la tech, effectivement. On est dans l'actu tech. Ça, c'est quand même fou, parce que certains utilisateurs, quand on regarde sur Internet, quand on a des témoignages d'utilisateurs, ils disent « je ne peux plus m'en passer ». Ils l'emmènent en vacances. Le truc est quand même assez conséquent en taille, en poids aussi. Il y a un aspect complètement addictif avec ce produit. Bon, pas chez vous. Alors oui, vous me posez la question, mais je ne fais pas le bon public. Non, après, on peut se poser la question sur d'autres outils en fait qui ont ce même potentiel addictif, smartphone. Voilà, il y a un côté où il y a, si vous voulez, l'effet un peu récompense dans le cerveau quand on prépare un petit plat rapidement, qu'on nous dit c'est bon. Il y a un côté récompense et je pense qu'effectivement on peut devenir un peu dépendant de cet aspect-là.
Bon, après, est-ce qu'on peut vraiment parler de dépendance pour un outil qui prépare à manger? A priori, je crois qu'on peut se préparer des tomates mozza sans un Thermomix. Quand on part en vacances, c'est plus léger de partir juste avec un couteau. Oui, c'est clair. Bon, le futur de la cuisine, est-ce que vous pensez, Alexandre, pour conclure, ce sera ma dernière question, que dans 10 ou 20 ans, on va avoir des cuisines, des maisons entièrement robotisées, automatisées, avec justement... C'est une évidence pour moi. C'est vrai. La première étape, c'est le Thermomix. La seconde étape, ça peut être les robots humanoïdes. Donc on aurait dû faire la partie 1 avant la partie 2 peut-être. mais c'est vrai que la première étape, c'est le Thermomix. Ça va venir aussi automatiser la livraison, peut-être aussi l'analyse de notre santé. On pense à l'Apple Watch qui fait un carton plein depuis des années maintenant. Si on vient brancher là aussi les recettes avec notre Apple Watch, on va pouvoir avoir une personnalisation de notre santé. Donc il y a quand même pas mal de choses. C'est pas uniquement un outil ou un gadget pour faire à manger, ça peut être un écosystème qu'on met en place chez nous pour essayer de manger mieux, de dormir mieux et de se monitorer du mieux possible. Lisa, je suis désolée, mais Non, mais je pense que d'un côté, vous avez raison, parce que même au CES, on a eu par exemple des frigos intelligents, des frigos connectés qui ont été présentés, qui analysent ce qu'il y a dans le frigo pour savoir quelle recette on peut faire, etc. Et ça, branché au Thermomix, ça fonctionnerait, ça ferait un carton. Mais encore une fois, on peut avoir le frigo intelligent, avoir une petite tablette avec une recette et se dire je me lance. On aura les gens qui aiment et qui font de l'art et les gens comme moi qui veulent juste manger. Écoutez, mesdames et messieurs, nous n'aurons pas réussi à convaincre Lisa de Bernard d'utiliser un Thermomix, mais c'est la reine, c'est la queen de la cuisine. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Lisa. C'est toujours un vrai plaisir de vous avoir ici. Merci à vous, Alexandre. Merci, je crois qu'on va finir par acheter le Thermomix. Ah, c'est sûr que je vais l'acheter après. On a un peu de mal. Bon, merci à vous de nous avoir suivis aussi. Merci à Dylan Kohler d'avoir produit cette émission, à la régie aussi qui est derrière. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès demain, dès 12h30, toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très belle journée. Ciao.